Je veux d'abord noter que mon intervention ce soir ne fera pas double emploi avec l'article que j'ai consacré à American Black Box dans le numéro 15. American Black Box est le dernier tome d'une trilogie, le théâtre des opérations. Il faut tous les lire. Deux dates capitales, le 11 septembre 2001, jour de l'écroulement des deux tours, et le 16 février 2004, jour du baptême de Maurice Dantec. Le théâtre des opérations constitue une traversée des hérésies modernes, un condensé de l'aventure occidentale jusqu'à la conversion de Faust Dantec. L'antichristianisme, perceptible dans les deux premiers volumes, peut être considéré comme un processus libérateur, un prélude salutaire à la compréhension surnaturelle du christianisme. Comprend-on vraiment certaines paroles du Christ sans d'abord en avoir été indigné? Il faut reconnaître, avec Nietzsche, sans doute l'auteur le plus déterminant, sinon le plus important pour Dantec, les liens secrets entre nihilisme et christianisme. Enlever le surnaturel du christianisme, il se transforme en excitant violent, en machine à intoxiquer hommes et société. Rien ne survient intact à la perte du surnaturel. Les avatars du christianisme, le moralisme kantien, la religion de l'égalité, le relativisme, la foi au progrès indéfini et autres idéaux du stupide 19e siècle ont accouché d'un Occident sans fierté ni dignité, incertain de son identité et de sa valeur. Ces vues étonneront l'intellectuel moyen. Ce partisan ingénu de l'humanisme laïque, issu du protestantisme libéral, en est persuadé, le sens naturel de l'Évangile, sa morale, se détache aisément et sans dommage de la croyance en la résurrection du Christ. La vérité est située exactement à l'opposé. L'Évangile, restreint à sa signification naturaliste, se transforme en un poison moral virulent, vraisemblablement le pire de tous. Le protestantisme et le catholicisme libéraux déforment plus la réalité que le matérialisme. Rien ne devrait dégoûter davantage une âme bien née que l'ignoble mixture de ressentiment et d'angélisme concoctée par des clercs agenouillés devant les modes intellectuels les plus falotes. Je ne me permettrai pas seul une telle conclusion. Le père Garrigou-Lagrange, thomiste de stricte observance, va aussi loin que moi. Celui qui d'abord, je cite Garrigou-Lagrange, a été heurté par certaines paroles de Jésus-Christ, lorsqu'il est éclairé d'en haut, voit ensuite parfois mieux que les autres leur sens tout surnaturel. Il est préservé pour toujours de leur donner le sens naturaliste que le protestantisme libéral ne peut plus dépasser. Certaines paroles de Jésus seraient odieuses s'ils ne descendaient pas des sommets surnaturels. Et il est peut-être salutaire de le sentir pour être amené ensuite à les accepter dans toute leur plénitude sans les amoindrir en rien. Alors elles apparaîtront avec tout l'éclat de leur ordre. La morale chrétienne, indépendante, libérale, conformiste, inculquée à Nietzsche et dénoncée par Dantec, prêche une bonté séparée de la vérité, une parodie et une falsification de la charité chrétienne, une version angélique de la cruauté. Dantec, dans son œuvre romanesque, qu'on pense en particulier aux Racines du mal et à Villa Vortex, a exploré le thème du tueur en série. Il en fait un condensé de modernité, un résultat ultime du subjectivisme et du relativisme. Des relativistes absolus, écrit-il des tueurs en série dans Villa Vortex. Que la modernité agisse sur la psyché humaine, qu'elle soit en somme le plus puissant des hallucinogènes, c'est là une vérité qui serait moins méconnue si elle n'était si inquiétante. Cet arrière-monde agit sur le nôtre comme un trou noir, comme un néant hyperactif, comme un aimant diabolique. De mystérieuses transformations de la psyché ont présentement lieu, des monstres naissent à l'ombre nourris de secrètes détresses. Entrons dans l'antichambre de cet abîme psychique par un phénomène qui nous est tous familier, le mensonge. Le mensonge, écrit Louis Lavelle, permet de m'évader du monde réel dans lequel je vis et de
constituer un monde subjectif qui est le produit de mon imagination et qui oblige les autres à tenir pour le monde réel. Je tire ce passage du livre de Louis Lavelle, Les puissances du moi. Le monde subjectif, bâti à l'aide du mensonge, commence par être au service d'une fin identifiable. Je m'attribue un diplôme ou une compétence imaginaire pour obtenir un emploi de prestige. Je m'invente une qualité pour séduire une femme inaccessible. Ces diverses duperies restent des moyens. Je me sers d'un mensonge pour enjôler 7 employeurs ou 7 jolies femmes. Les comédies de situation ont longtemps spéculé sur les complications infernales susceptibles d'être provoquées par un simple mensonge. Pourtant, mensonge dit mal ou trop peu pour décrire la proie que nous chassons. Il suggère une réalité masquée ou maquillée, mais non pas en substance altérée. Supposons une tromperie étendue à notre vie entière, pour ne plus souffrir l'échec ou la mort, pour ne plus subir les coups du hasard ou du destin, nous mentons sans cesse et à tout propos. La nature du mensonge est alors modifiée. Le contrôle de l'étroite marge, tributaire de notre activité ou de notre talent, ne nous suffit plus. Nous ne désirons plus camoufler ou bonifier la réalité. Nous nous efforçons de lui substituer de façon permanente un réel de rechange, un double qui vit de son modèle, le parasite, le ruine lentement sans arriver à le supplanter définitivement. Il nous faut dominer ce qui est et le soumettre à notre imagination. Apprentis architectes d'un monde idéal et subjectif, nous aspirons à la suppression des objets et des êtres étrangers à notre moi, à leur complète annihilation. Le mensonge a consommé à ce stade son potentiel de malignité. Il est l'acte par lequel la conscience s'isole. L'isolement à cette extrémité a effacé dans la psyché les ultimes empreintes du réel et n'a gardé intact qu'un logos stérile et fiévreux, amalgame d'un solipsisme maussade et d'une subjectivité à l'état sauvage. De même que l'envie, en se diffusant dans la personne, acquiert une sorte d'anonymat et se métamorphose en ressentiment, le mensonge répandu dans les replis clandestins de l'être humain se transforme en subjectivisme. Le roman de l'Américain James Ellroy, Un tueur sur la route, portrait saisissant d'un tueur en série, dépeint de manière admirable des conséquences de l'abstraction sur l'âme humaine. On sait que ce livre est devenu aux États-Unis l'une des principales références des écoles de formation des policiers sur les tueurs en série. Dès son enfance, Martin Michael Plunkett se réfugie dans sa tête. Plus son potentiel de ressources mentales grandit, moins il pâtit du silence et de l'indifférence de sa mère. Son monde imaginaire, un double pâle et désossé du réel, le préserve en partie de la souffrance. Il domine par l'entremise de son esprit un ersatz de la réalité, une coquille protectrice indéfiniment extensible, la projection de son moi tout autour de lui. Schaltzmann, le tueur en série des racines du mal, est lui aussi, j'emploie les expressions même de Dantec, le maître d'un univers purement mental qui échappe ainsi à l'angoissante matérialité de la vie. Plunkett et Schaltzmann sont des successeurs, des héritiers, une étape d'une horreur insolite à une crise politique, théologique et spirituelle amorcée il y a quelques siècles. Paul Evdokimov, décrivant le dédoublement des personnages de Gogol et de Dostoïevski, semble annoncer cette figure du tueur en série, enfermé, écrit-il, comme dans une cage formée de miroirs qui lui renvoie à l'infini son unique image multipliée. Les meurtriers imaginés par Ellroy et par Dantec nous prolongent, aboutissement plutôt qu'accident, fruit d'une culture moderne avilissante, stérile, friande d'agonie et grosse de monstres hideux. La différence entre le tueur en série et nous, il est mieux doué pour l'immense forfaiture dont nous avons ratifié les prémices. Comment représenter leur monde? Ils habitent une espèce d'hyperespace, un double imaginaire, un décalque inodore, incolore et froid, dont le défaut est d'être toujours parasité par son modèle, un monde réel importun, ineffaçable.
La technique ne fait jamais que prolonger nos fantasmes et nos pathologies. Le réseau Internet accomplit ce monde infiniment malléable, sans tradition, absolument indéterminé, invertébré, cassé, désincarné, déraciné, désagrégé, discontinu, qui fut rêvé par les futuristes et les deltaïstes les plus radicaux. Le programme surréaliste se réalise intégralement sur le web. Confusion entre l'action et le rêve, indifférenciation entre le noble et le non noble, réduction de l'antinomie entre raison et déraison. Avec la folie, la conscience franchit un mur derrière lequel personne ne la rejoindra jamais. Toute notre civilisation aboutit à l'abolition du rapport entre la pensée et le réel, à une vie parfaitement imaginaire. L'humanité est claudicante depuis toujours, mais la modernité a visé au dérèglement systématique de l'ordre humain. En cela, elle est bien un laboratoire de catastrophe générale, pour reprendre un des titres de la trilogie du théâtre des opérations. Par malheur, toute cette ivresse cérébrale est bréhaigne. Cette subversion de la réalité n'engendre que de bruyantes abstractions. La vie morale est stérilisée et la sensibilité desséchée lorsque manque pour vivifier, fortifier et multiplier les fragiles puissances de l'âme le ciment divin ou tellurique d'une vive piété ou d'un grand amour. Des sensations fortes, indéfiniment renouvelées, ne soulagent qu'un instant la misère intérieure laissée en héritage par une intelligence dévastatrice. Trop d'impressions anarchiques se bousculent dans des têtes détraquées par une abondance stérile, par une masse de stimuli et d'informations disproportionnées aux forces de l'esprit. De là l'impossibilité chez les meilleurs d'ordonner ce fatras autrement que de manière scolaire et artificielle. Les cerveaux ternes, intoxiqués, anesthésiés, plaintifs, revendicateurs et somnolents ne réagissent plus qu'à doses massives et demandent d'être aiguillonnés toujours davantage pour ne pas succomber à l'ennui. La modernité propage une intoxication multiforme, morale, mentale, neurologique, organique. La singulière stupeur intellectuelle de l'homme moderne découle d'une disparité radicale entre les capacités réceptives et cognitives de l'être humain et une mémoire débordée, un esprit émoussé, une âme glacée et creuse, prisonnière de ses propres songes, otage de ses fantasmes. Caractère immoli, conformisme, religiosité larmoyante, subjectivisme, morbidité romantique, insensibilité, avarice, envie, cruauté froide, désintégration du composé humain, c'est l'ère atomique annoncée par Nietzsche, le temps du nihilisme, pendant lequel tout coule et tout s'écroule, sauf Narcisse qui surnage, accroché à son moi gonflé et vide, tel un naufragé à sa bouée de sauvetage. Dans un passage admirable sur l'Université de Paris, Michelet signale combien l'éristique sèche et durcit la vie morale. Comment, portée du raisonnement dans la réalité, elle continue d'abstraire, abstrait la vie et raisonne le meurtre, comme toute autre négation. La férocité des intellectuels, leur goût pour la délation, leur haine de la liberté s'explique ainsi. Une logique guindée et tyrannique contraint une partie de la sensibilité à se désavouer elle-même, à se renier. Des fragments d'âme temporairement affaiblis survivent néanmoins à l'agression et étonnants maquisards ne s'avancent dorénavant que masqués. Alors se dessine l'étrange métamorphose. Des monstres naissent, se reproduisent et prolifèrent à l'intérieur d'une psyché sans défense, incontrôlée et de plus en plus exotique. En résumé, la pression contre nature d'une raison déréglée sur une affectivité méprisée provoque un choc en retour et la sensibilité, loin d'être anéantie, en ressort indomptée. Résultat, une dégradation multiforme, un tic-tac monotone de contraires condamnés à un perpétuel aller et retour, une mystérieuse dissolution qui s'accélère sans cesse, un interminable va-et-vient entre l'abolie et l'agitation,
la mollesse et la dureté, l'insensibilité et la débauche. Si rien ne retient les instincts, ils n'en sont pas moins altérés et s'excitent pour ne pas s'éteindre. Une hésitation de paralytique entre l'humanitarisme sentimental et une froide cruauté, entre le fanatisme idéologique et un scepticisme empreint d'indifférence. La sagesse est de sentir les choses telles qu'elles sont. T.S. Eliot n'hésite pas à parler d'orthodoxie de la sensibilité. Plunkett et Shalzman, eux, incarnent la sensibilité hérétique par excellence, car ils sentent les choses telles qu'ils veulent qu'elles soient. Leur souffrance ressemble à celle de l'ange damné des vieux théologiens. Ils souffrent de ce qui est. Ces pauvres êtres blessés et cruels ne consentent en aucun cas au réel et lui substituent des parodies ou des chimères. Mais comment un simulacre durerait-il? Il ne tient jamais devant les assauts répétés de la réalité. La tâche de ces mauvais démiurges, dieux inférieurs et maudits, est toujours à recommencer. Leur création s'écroule constamment le 7e jour. Rien de plus fragile que le monde imaginaire. Rien en contrepartie de plus aisé à restaurer une fois détruit. Son extermination est le prélude à une nouvelle métamorphose. Le néant se relève toujours. Plunkett s'est approché autant que le pouvait un être de chair de la condition d'ange maudit. Son corps, qu'il identifie à une machine, il s'en procure quasiment un nouveau, comme s'il achetait une automobile dernier cri par l'exercice physique, dévoilant les racines délétères des modes divers autour de la santé, jogging, nourriture sans goût ni cholestérol, salle de gym. Quant à Shalzman, c'est un gnostique radical, un docétiste de la création, ce docétisme décelable dans l'islam qui, comme les anciens gnostiques, affirme l'irréalité de la crucifixion du Christ. Pour Shalzman, le monde n'est qu'illusion. Sans doute, la totalité de l'univers était-elle truquée, avoue-t-il. Les signalisations fausses, les routes de simples illusions d'optique, les villes des décors de cinéma habitées par un simulacre d'humanité. Enfin, finit-il par se dire, peut-être était-il tout simplement le dernier véritable humain sur cette planète. Shalzman ne souhaite qu'un néant total et éternel. Je me métamorphosais en objet, dit à son tour Plunkett. Mais pourquoi en aurait-il cure? S'il est encore en eux un espoir, c'est de devenir des choses. Le mot d'Ethel Colburn même sur Byron, une nature que rien ne peut mouvoir hors de soi, s'applique parfaitement à ces avatars terminaux de la modernité. Leur univers est protégé par un filtre opaque, par une frontière verrouillée. Impressions et sensations, expériences et perceptions n'entrent plus en eux sans un laissez-passer qu'un cerveau omnipotent délivre selon ses caprices, en maître absolu d'un pays de contes de fées et de cauchemars. L'abstraction, toutefois, à force d'exterminer ce qui lui déplaît, n'épargne pas la source des joies et des peines, le cœur, l'être profond. L'idéal obsessionnel de contrôle ne rejoint-il pas celui exprimé par Maurice Barrès dans Un homme libre? Mon rêve, écrit Barrès, fut toujours d'assimiler mon âme aux orgues mécaniques et qu'elle me chantât les airs les plus variés à chaque fois qu'il me plairait de presser sur tel bouton. Shalzman est persuadé d'habiter un univers infernal, gouverné par le mal. Manichéen, martionniste, il est l'enfant du romantisme, sa progéniture maudite. Le Tristan de Richard Wagner proclamait avant lui cette malédiction contre les corps, contre la chair, contre un monde de désirs dont Tristan et Isolde se libèrent par la mort. Le monde, c'est le mal. Là est la clé de toute métaphysique gnostique, une métaphysique dans laquelle peuvent se reconnaître Byron et Wagner, Plunkett et Shalzman, l'islam et le protestantisme libéral. La métaphysique biblique et chrétienne s'en distingue irréductiblement. Pour elle, la création est don.
Et ce monde qui nous a été donné constitue, pour reprendre les magnifiques paroles de Claudel, un engin vivant d'unification, de clarification et de parfum. L'intelligence, lorsqu'elle rompt ses amarres avec les choses, s'asservit au moi. Ainsi s'explique l'étonnante camaraderie entre l'idéalisme et le subjectivisme, entre le rationalisme politique et le nationalisme ethnique, entre l'État jacobin et l'espèce de société néo-archaïque, pré-politique, matriarcale, en voie d'indifférenciation, à la fois pacifiste et angoissée, moralisatrice et indécente, permissive et hystérique. Ces contraires apparents s'appellent, se nourrissent et s'excitent mutuellement. Ils cohabitent dans la psyché prophétique du tueur en série en qui s'incarne l'extrême du rationalisme et de la bestialité. Avec le tueur en série, la structure morale de la modernité atteint sa perfection. Il représente la synthèse de l'inversion moderne, applicateur d'une solution finale personnelle, comme l'écrit Dantec, 68 arts accomplis, lui qui réalise tous ses désirs, même celui d'exterminer, il est l'homme finalement désinstitué. Qu'est-ce qui nous distingue du sauvage et du barbare? La capacité d'instituer, de faire des promesses qui durent plus que nous, de fonder une famille, une communauté politique, de créer un ordre par lequel les choses humaines sont ennoblies, fécondées, marquées d'un caractère semi-divin, d'établir en somme des institutions. Instituer signifie promettre. Une institution est une promesse tenue. La fidélité est le fondement de toute vie humaine. C'est elle qui soutient les cités et les foyers. Sans elle, c'est l'homme, animal politique, qui se décompose au profit d'une entité indéfinie, protéiforme et fragile. Le tueur en série incarne une pure négation du politique, commune à l'islam, au socialisme, à la pensée libertarienne. Entre le tout est permis libéral et le tout est proscrit islamiste, il y a la similitude d'une même catastrophe psychique, d'une même ruine du lien avec une réalité normative, coriace, résistante et cohérente. L'autisme théologique d'un Dieu qui n'est pas logos, mais pure volonté, rejoint l'autisme psychologique d'un sujet refermé sur lui-même, étranger à tout ce qui n'est pas lui. La décréation psychotique du monde est en définitive une dépolitisation. La haute technicité de l'acte criminel qui a fasciné Dantec dans les romans d'Elroy est précisément ce qui distingue la politique moderne et en fait une non-politique. L'islam offre un bien religieux séparé, extérieur à la vie morale. Le socialisme, à son tour, propose un bien politique indépendant des personnes qu'on atteint grâce à des techniques et des structures. Le statut de l'expert synthétise la symbolique schizoïde de la modernité. Le technocrate est l'expert du salut social. Le psychologue, l'expert du salut privé. Le tueur en série, l'expert du crime. Et le terroriste, l'expert en apocalypse. Les uns et les autres s'opposent à la sagesse politique appelée prudence dans la tradition occidentale. Celui qui raisonne justement en ce qui touche au bien vivre est le prudent au sens ancien. Considérée du côté du sujet, la politique est la plus excellente des vertus morales. C'est elle qui, dans l'ordre des choses humaines, guide et dirige toutes les vertus pour le bien de l'homme et de la cité. Les pensées royales, écrit Bossuet, sont celles qui regardent le bien général. Le bien commun de la cité, loin de se résumer au seul bien matériel, quoiqu'il ne les exclue aucunement, est d'abord composé d'une somme de vertus, la plus importante étant la justice, fruit de la prudence politique. L'effet spécifique de la loi est moral. Les législateurs font les hommes bons en créant de bonnes coutumes, dit Aristote et la tradition classique. Les hommes, parce qu'ils sont appelés à vivre en société, ont besoin d'être soutenus par de bonnes lois. Celles-ci appuient les prescriptions de la loi naturelle et les complètent,
sans évidemment prohiber tout ce qu'interdit la loi naturelle, puisque les lois humaines s'occupent surtout de ce qui s'oppose au bien commun. Comment exprimer succinctement ce bien-vivre, c'est-à-dire cette existence proprement politique par laquelle nous devenons pleinement humains? Les choses visibles et invisibles, où l'ensemble de la réalité sont premiers, source d'information, de savoir, de contemplation, d'action, de délectation, de blessures et de leçons. La solidité de ce monde est la matière de ma béatitude, proclame Paul Claudel. La raison accueille la réalité plénière, s'en nourrit continuellement, s'en instruit, distingue en elle autant que possible l'ordre caché et adorable, par exemple le besoin fondamental que nous avons les uns des autres, l'abondance de ressources qui nous entourent, le caractère hiérarchique de notre univers. La loi est l'acte le plus noble d'une raison pratique, attentive à la richesse du réel et à l'expérience des hommes, à leur sagesse accumulée. De là provient l'espèce de culte porté aux législateurs antiques. La volonté, elle, est éclairée pour la raison, pour qu'elle ne vise et ne poursuive que les biens objectifs et non imaginaires. Finalement, la volonté agit sur les passions, les modifie, les entraîne, les discipline pour que la sensibilité devienne elle-même un principe de perfection. Ainsi, les passions sont rectifiées par la volonté, elle-même éclairée par la raison, et celle-ci informée, formée, dira Thomas, par l'ordre naturel. La modernité tend à l'inversion complète de ce processus. Pour Hobbes, autoritas non veritas facit legem. La loi n'est pas une norme de justice, mais une décision de l'autorité. Ce rôle de la volonté, le tueur en série le reproduit dans son royaume intérieur. Cette subjectivation est générale. Le mot valeur a succédé aux notions de vérité et de bien. Une valeur est un vœu de la sensibilité, une exaltation du jeu et de sa volonté propre. De là l'extrême plasticité de nos valeurs. Elles suivent la mode, les variations du cœur, les suggestions de l'hystérie, de l'apitoiement ou de la peur. On devine pourquoi les termes de loi naturelle ont été remplacés par droit de l'homme. Dans la conception antérieure, écrit Léo Strauss, la loi naturelle est une partie d'un ordre plus large, d'un ordre hiérarchique qu'indique le mot nature. L'expression droit de l'homme est l'équivalent moral de ce commencement célèbre de la philosophie politique, l'ego cogitans, le moi pensant de Descartes. Cette modernité narcissique s'oppose point par point au bien-vivre politique. Pour le bien-vivre narcissique, la passion informe d'abord la volonté, qui elle-même informe la raison, qui à son tour informe les choses. L'esprit révolutionnaire ne veut plus comprendre le réel, mais le transformer. La solidité de ce monde est la matière de sa négation. Nul ne s'approche davantage de l'essence de l'esprit révolutionnaire que le tueur en série. Plutôt qu'être sculpté par le vrai, il sculpte lui-même les choses à son image. Marcel Decorte fournit une précieuse clé pour déchiffrer le sens profond de cette dissociation mentale et morale du tueur en série. Et je cite, « Le propre d'une intelligence qui se replie sur elle-même et affirme son pouvoir démiurgique et de détruire le monde que le sens commun considère comme réel et de lui substituer un monde artificiel construit dans le cerveau des philosophes, des savants, des juristes, des hommes d'État, dans les parlements, les administrations, les thinking departments, les laboratoires, etc., voire dans les cellules des couvents ou dans les palais épiscopaux. Personne ne peut vivre sans monde autour de soi. Si le monde que l'homme n'a pas fait disparaît, l'homme sera contraint d'en inventer et d'en fabriquer un autre. » Fin de la citation. Face à une pareille inversion s'oppose la notion classique, obscurcie, mais jamais entièrement effacée, du politique. L'esprit du prince doit être une glace nette et unie, où tout ce qui vient, de quelque côté que ce soit, est représenté comme il est, selon la vérité. Il est dans un parfait équilibre.
Il ne se détourne ni à droite ni à gauche. C'est pour cela que Dieu l'a mis au fait des choses humaines, afin que, libre des attaques qui lui viendront de ce qu'il a au-dessous de lui, il ne reçoive des impressions que d'en haut, c'est-à-dire de la vérité. Apprenez-moi, Seigneur, la vérité et la discipline et la science. L'admirable sentence qui semble émaner d'un vieux sage de l'Antiquité vient de Bossuet, un des docteurs de l'Occident. Elle s'applique aux princes et à chacun d'entre nous. Le relativisme, le subjectivisme, le libéralisme ne constituent pas des remparts, mais des brèches à l'idée occidentale. Une idée classique, réaliste, hiérarchique et, quant à l'essentiel, catholique. Une idée nourrie des sucs de la tradition grecque et juive et dont la richesse multiforme exige une défense politique, métaphysique, religieuse et aussi militaire, car c'est le soldat, comme l'écrit Péguy, qui mesure la quantité de terre temporelle, qui est la même que la terre spirituelle et que la terre intellectuelle. Cette terre intellectuelle et spirituelle a pour nom Amérique, l'ultime héritière d'Athènes et de Jérusalem, de Rome et d'Aix-la-Chapelle, de Paris et de Londres. C'est ici que les remparts de notre civilisation seront rétablis s'il doit y avoir rétablissement, que les grandes harmonies fondatrices de l'Occident renaîtront si elles doivent renaître, que les délicates liaisons entre la liberté et l'autorité, entre la raison et la foi, entre la personne et la communauté seront restaurées s'il doit y avoir restauration. Merci. Magnifique.